Mesdames, Messieurs, ravie de vous retrouver ce soir donc, au musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale pour cette conférence de rentrée après l'interruption estivale. Alors c'est une soirée très riche en événements sur le territoire. Il y a notamment en ce moment même la présentation de la nouvelle saison théâtrale au Salmanazar. Donc on a de la concurrence ce soir, mais je suis certaine que notre conférencière saura mettre en musique voilà, toutes ces ressources archivistiques qui vont donc être mises en avant ce soir et saura mettre en scène l'histoire du musée d'archéologie à Épernay et jongler avec toutes ces ressources. Voilà. Et donc ça donnera peut-être un certain nombre de regrets aux personnes qui ne sont pas parmi nous ce soir. Voilà. C'est l'objectif de la soirée. Donc, comme vous le savez, avec ce cycle de conférences, on accueille un certain nombre d'experts, de chercheurs, de créateurs, d'acteurs du territoire qui viennent s'exprimer sur des sujets qui sont évidemment en relation avec nos collections ou les thématiques abordées dans le parcours du musée. Je souhaitais également que nous puissions régulièrement intervenir dans ce cycle de conférences. C'est la raison pour laquelle ce soir, c'est une personne qui connaît très très bien le musée et ses collections qui va donc que vous allez écouter et dont je vais vous parler dans quelques instants. J'espère d'ailleurs que l'année prochaine nous pourrons accueillir une autre collègue pour parler du récollement des collections, puisque nous avons lancé le récollement inventaire de nos collections il y a quelques semaines. Et donc, j'espère que notre collègue Adeline Desclous, à laquelle nous pensons très fort ce soir, pourra l'année prochaine venir nous présenter une conférence dans ce cycle. Et donc, ce soir, nous accueillons Claire Bonnefoy, qui est donc responsable du pôle documentation du musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Donc, ce centre de documentation, il a ouvert il y a peu de temps, il y a quelques mois, en mars dernier. Et donc, c'est un centre de documentation qui est tout près d'ici, puisqu'il est juste derrière cette porte. Et il rassemble un certain nombre de ressources documentaires, donc des ouvrages, des archives, des photos, des revues, qui seront donc mis à votre disposition et à notre disposition pour documenter les collections du musée et l'histoire du musée. Et donc, on va ce soir plus particulièrement s'intéresser à l'histoire d'un des musées, plus précisément le musée d'archéologie d'Épernay. Et donc, j'en profite évidemment pour saluer la présence de Monsieur Jean-Jacques Charpy, qui a été donc pendant une trentaine d'années, je pense on peut dire, le conservateur du musée, alors qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, mais donc ce qui était le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale. Saluer sa présence et saluer, alors évidemment Claire en reparlera, mais le travail très conséquent qui a été mené, notamment pour la connaissance et la reconnaissance de la Champagne comme berceau de l'archéologie celtique, et puis porter également à la connaissance de tous tout ce qui concerne la proto-histoire européenne, et donc notamment à travers un certain nombre d'actions, beaucoup d'actions de valorisation. Je pense à quelques grandes expos dont Claire va vous parler, et également un enrichissement très important des collections, avec quelques entrées significatives dans nos collections. Donc, conférence de rentrée consacrée à ce musée d'archéologie, aux grandes étapes de développement de ce musée d'archéologie ici à Épernay. Donc, c'est ce qui va nous permettre de mieux comprendre quels ont été les modes de constitution des collections de ce musée. Essayer également de mieux comprendre quelles ont été les relations entre ce musée, la ville d'Épernay et l'État, puisque l'État a également joué un rôle très important. Et puis, bien sûr, quels ont été les choix scientifiques, les choix muséographiques, les choix culturels opérés par les différents conservateurs et chefs d'établissement qui se sont succédés donc à la tête de ce musée. Je cède la parole à Claire pour cette conférence. Merci Laure. Donc voilà, Laure a très très bien résumé les grandes thématiques que je vais aborder ce soir donc dans cette conférence de rentrée où je vais essentiellement me concentrer, donc comme elle vous l'a dit, sur le musée d'archéologie, ou plutôt les musées d'archéologie, car il y a eu plusieurs musées à Épernay et c'est tout l'objet de cette conférence, c'est retracer l'histoire donc de ces fabuleuses collections, comment elles sont rentrées, comment on les a mis en valeur,
qui les a mis en valeur, comment ils ont fait pour les mettre en valeur. Et donc, pour préparer cette conférence, je me suis replongée dans les archives du musée, mais ces archives, qui sont conservées en partie donc au centre de documentation, comme vous l'a dit Laure, mais la majeure partie sont également conservées aux archives municipales de la ville. À ce titre, je remercie chaleureusement l'équipe du service des archives qui est au complet et que je sollicite beaucoup pour répondre à mes questions, notamment dans le cadre de la préparation de cette conférence. Et j'en profite aussi pour remercier Monsieur Charpy, puisque je n'arrête pas de le harceler de questions aussi très régulièrement. Donc l'histoire de ces musées d'archéologie démarre à la fin du 19e siècle et je vais terminer mon propos sur les années actuelles, 2021-2022. Toutefois, je ne parlerai pas du tout du projet de rénovation du musée, puisqu'actuellement nous avons une superbe exposition temporaire qui met en lumière ce propos. Donc tout ce qui concerne le projet de rénovation ne sera pas du tout abordé ici. Je tenais aussi à saluer Aurélie Melin, avec qui nous avons beaucoup travaillé. Aurélie qui travaille pour l'Institut Georges Chapaz, parce que dans le cadre donc de l'expo temporaire, mais aussi dans le cadre d'un projet plus vaste sur les sources documentaires du musée, Aurélie a procédé à une interview de plusieurs personnalités. Ces personnalités, elles étaient de tous bords, elles étaient politiques, elles étaient scientifiques. Monsieur Charpy a pu être confronté au genre. Et donc voilà. Et c'est aussi la confrontation de ces sources de ces interviews qu'Aurélie nous a transmises et des sources documentaires qu'on a pu aussi enrichir le propos sur l'histoire des musées d'archéologie. Donc on va démarrer cette conférence. Donc voici les 3 temps qui vont un peu régler mon propos durant à peu près 1 heure. Donc on démarre à la fin du 19e siècle. On se plonge place Hugues-Plon. Donc nous voici place Hugues-Plon. Ce sont des bâtiments qui n'existent plus. Nous sommes donc, vous voyez sur la carte postale l'hôtel de ville et ses services administratifs, ainsi que l'église paroissiale d'époque. Et donc, les services administratifs, la mairie, sont dans ces bâtiments depuis 1827. Et tout au long du 19e siècle, donc la vie municipale va se gérer dans ces bâtiments. Et il y a même une bibliothèque dans ces bâtiments, mais qui n'est pas ouverte au public. Et ce sont 15 000 ouvrages qui sont conservés dans ces bâtiments. Et en 1864, le maire d'alors, Charles Perrier, décide de créer une bibliothèque municipale, de l'ouvrir au public, mais il souhaite aussi également l'agrémenter d'un musée. Et donc, le conseil municipal vote donc la création d'un musée-bibliothèque en 1866. Vous voyez sur cette diapositive, alors même si elle est un peu plus tardive, puisque là vous voyez la démolition de l'église, on aperçoit dans le fond le musée-bibliothèque qui se situe en réalité à l'arrière du bâtiment que vous voyez en façade. Donc, on sait, d'après les délibérations, donc, que ce musée-bibliothèque est construit dès 1866 et qu'il comprend une salle destinée au musée, mais également une salle de lecture. Mais très vite, en fait, on se pose la question, est-ce qu'il y a réellement des objets dans ce musée-bibliothèque, puisque une délibération de 1877, je cite, décide de transformer la salle de lecture, le musée en salle de lecture. Donc, il est dit dans la délibération du 12 janvier 1877, le conseil municipal est appelé à délibérer sur un devis dressé par Monsieur Charpentier, architecte de la ville, pour le rayonnage de la salle du musée et son appropriation pour en faire une salle publique de lecture. Donc, on imagine très bien que si la bibliothèque s'approprie la salle du musée, c'est certainement qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup d'œuvres d'art, si ce n'est aucune. De plus, ce processus d'accaparation de la bibliothèque se prolonge quelques années plus tard, en 1880, puisque la salle du musée est dotée de rayonnage destiné à accueillir les ouvrages de la bibliothèque, ceux, en l'occurrence, qui étaient entreposés sur les tables et sur le sol, tel que vous pouvez le voir dans cette délibération, où il est dit en 1880
Monsieur le maire donne lecture d'une lettre pour laquelle monsieur le bibliothécaire signale la nécessité de continuer le rayonnage de la salle dite du musée, faisant suite à la bibliothèque, pour y placer les nombreux volumes qui encombrent les tables et même le plancher de la salle, et de faire l'acquisition d'une échelle roulante pour le service de cette salle. Quelques années plus tard, il est même dit « Un des membres du comité pense que le mot « musée » qui est sur la façade des bâtiments est joint à celui de la bibliothèque, donc on est certain que la volonté municipale première était quand même de faire un musée-bibliothèque, ne devrait pas être lettre morte. Il croit que si la ville pouvait donner suite à un projet de salle à établir au-dessus de celle de la bibliothèque dont il a été question, on pourrait facilement, par des dons particuliers, ainsi que par ceux de l'État, arriver à la création d'un musée. Le comité se rallie à cet avis et pense qu'il serait bon que l'administration fît étudier le sujet. Donc en fait, cette volonté municipale à la fin des années 90 prend vraiment essor, les choses se concrétisent réellement en 1893, puisqu'on a un antiquaire de vertu, dénommé Théogène Lefebvre, qui fait don à la ville de sa collection, je cite, de curiosités composées de gravures, tableaux, médailles, armes, faïences, porcelaines et objets anciens dont la ville d'Épernay prendrait possession à la mort du donateur. Donc c'est réellement Théogène Lefebvre qui pose les bases du premier musée à Épernay en 1893. On envoie quand même une commission de 4 membres pour aller voir ces objets et se rendre chez l'antiquaire. Et là, il y a une délibération municipale qui dit à ce sujet « Mais il ne suffit pas d'accepter des collections de monsieur Lefebvre, il faut pouvoir les installer dans des conditions convenables, dignes d'une grande ville comme Épernay. Un musée n'est pas le réceptacle d'objets grossiers, informes et dénués d'intérêt. » Ils rajoutent même « Un musée bien compris, bien organisé, peut devenir avec les années extrêmement intéressant à visiter pour toutes les classes de la société. » On voit que ces enjeux du 19e siècle sont toujours d'actualité, comme quoi l'histoire se prolonge et se répète. Et donc, pour accueillir cette collection Lefebvre, ce sont 4 000 francs qui sont votés pour acheter des vitrines et installer ainsi les objets de monsieur Lefebvre, du coup, dans la grande salle de la bibliothèque. Et ce sont un peu moins d'1 millier d'objets qui vont donc intégrer la ville d'Épernay. Vous voyez là 3 objets qu'on conserve toujours actuellement. Et les élus pensent que l'acceptation de cette collection va entraîner l'afflux de dons par la suite, et c'est exactement en fait ce qui va se passer, puisqu'après, d'autres objets vont intégrer ce musée-bibliothèque. Et donc, voilà, on a les bases de ce premier musée, on a ses premières collections, maintenant il faut du personnel. Et il faut attendre 1903 pour qu'un premier conservateur soit nommé, et il sera prénommé Georges-Henri Dubrul. Alors Georges-Henri Dubrul, à la base, il est professeur au collège, il n'est pas du tout conservateur de musée. Et donc, il est nommé adjoint aux bibliothèques au titre de conservateur des collections du musée de cette ville. Alors, c'est une fonction qui sera uniquement nominale et gratuite. Mais il va quand même travailler et il va inventorier donc les pièces de la collection Lefebvre. Et en 1908, il aura donc dénombré 712 pièces. Donc là, vous voyez, ce sont ces catalogues d'inventaire que nous possédons toujours et qui sont actuellement partis en numérisation parce que, comme vous le doutez, depuis 1908, ils ont été beaucoup manipulés. Et donc là, on est rentré dans une phase, le centre de documentation opère une grande phase de numérisation de ces outils documentaires. Et donc, il y a même des courriers en tête, service du musée, où monsieur Dubrul, on voit qu'il y est rémunéré la somme de 300 francs, donc pour ces services rendus donc à la collectivité. Les années passent et là, on arrive vers 1911. Et là, grâce à la prospection des archives, on retrouve des courriers de Dubrul qui alertent les élus sur l'absence de gardiennage des collections, sur l'absence d'entretien de ces collections et surtout sur le manque de personnel. Et au même moment, la mairie, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières cartes postales, la mairie qui est là installée dans les bâtiments Place Suplon depuis 1827 se délabre fortement et la mairie de l'époque souhaite alors reconstruire un nouvel hôtel de ville.
Et donc, toutes ces volontés mélangées font que le conseil municipal adopte une nouvelle reconstruction d'un hôtel de ville. Et c'est ainsi que plusieurs projets vont donc être soumis au conseil municipal. Et ce sera le projet Chiflot qui va être retenu pour ce nouvel hôtel de ville Place Huc-Plon. Donc là, vous voyez le projet de l'hôtel de ville et du musée-bibliothèque. Superbe bâtisse avec un magnifique campanile. Alors là, on est en 1911. Et donc, pour permettre la reconstruction des bâtiments sur le même emplacement Place Huc-Plon, il est donc décidé de détruire les anciens bâtiments. Les services administratifs, eux, sont donc transférés rue du Docteur Véron. Et les travaux de construction démarreront officiellement le 1er juin 1914. Sauf que vous imaginez bien qu'on est dans une période de conflit. Et donc, les choses, malheureusement, ne vont pas se passer comme prévu. Mais le projet Chiflot avait quand même prévu pour le musée 2 salles et le manque de moyens au vu de la période fera que la municipalité va être obligée de réduire le projet pour le musée, de réduire le nombre de salles prévues. Et puis finalement, le 9 juillet 1915, le chantier est finalement suspendu pour une durée indéterminée, comme vous l'aurez compris, en raison donc du conflit mondial. Et donc là, vous voyez sur cette carte postale la démolition de l'hôtel de ville qui avait commencé tout de même à être enclenchée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voit plus ces bâtiments dans le paysage. Vous reconnaissez la fontaine, là. Et on pense que le musée-bibliothèque, lui, par contre, n'a pas été détruit, puisque la Première Guerre mondiale, vous le savez certainement, n'a pas épargné Épernay, et des bombardements ont eu lieu donc dans la ville. Une partie des collections du musée avait quand même été évacuée sur Dijon, mais le musée-bibliothèque a pris quand même une torpille a atteint le musée le 21 juillet 1918. Alors, j'ai pas de photo de carte postale de la partie de la place Huc-Plon avec la torpille, mais là, c'est tout de même une carte postale de 1918 de la place Huc-Plon. C'est pour vous dire l'importance des dégâts. Et donc, du coup, en novembre 1920, ce qu'il restait des collections a été transféré au 2e étage de l'hôtel de ville, ainsi que dans les greniers. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais dans la période de la guerre, la famille Aubin-Mouette a vendu son hôtel particulier avenue de Champagne à la ville, et donc la ville s'en est saisie, et c'est pour ça qu'en 1920, les collections du musée sont évacuées sur l'hôtel de ville avenue de Champagne. Et donc, vous l'aurez compris, la Première Guerre mondiale sonne définitivement le glas de ce premier musée d'Épernay. Et donc, il faut attendre quelques années plus tard, après les années 20, et l'apparition sur le devant de la scène d'un personnage assez connu sur le territoire, je pense que vous le connaissez tous de nom, qui est l'abbé Favret, qui a énormément contribué à l'archéologie champenoise ici, à l'archéologie aussi sparnassienne. Donc, je vais vous aborder en quelques mots ce personnage, mais je n'en ferai pas tout un état parce que une conférence entière ne suffirait pas pour. Je vois Monsieur Charpie qui lève les yeux au ciel. Une conférence entière mériterait qu'on s'attarde vraiment sur ce personnage, car il fut vraiment un élément clé dans l'histoire de l'archéologie française, je cite. Donc l'abbé Favret, qui est l'abbé Favret? C'est un ecclésiastique qui est né en 1875 et il est licencié en histoire. Et il fait ses débuts comme jeune professeur au séminaire de Châlons-en-Champagne. Très vite, il s'initie à l'archéologie aux côtés de l'abbé Bossu et ensemble, ils vont fouiller des gisements archéologiques, notamment sur les communes de Bussy-le-Château et de Saint-Mémy. Ensuite, il va développer son activité de terrain, un peu seul, mais il aura quand même 2 acolytes avec lui, qui sont Léon Bérard et Amaury Thiraud. Et puis, il va procéder à la fouille de 1923-1927, la fouille du lieu-dit des Jogasses sur la commune de Chouilly. Et c'est cette fouille, véritablement, qui va propulser sa carrière et qui va être un tournant décisif dans l'archéologie protohistorique française. En effet, il va mettre au jour sur cette nécropole
une occupation du second âge du fer, ce à quoi on s'attendait vraisemblablement, mais il va également mettre au jour une occupation du premier âge du fer. Et ça, c'est inédit en Champagne à cette époque. Et donc, ça va faire de lui un archéologue reconnu, renommé. On va en parler dans tous les milieux scientifiques, à tel point que ces découvertes du premier âge du fer seront nommées le Jogassien. On aura donné le nom de cette période du nom du lieu-dit de la commune. Et donc, Favret, sa carrière est propulsée. Et là, vous voyez, c'est un article de Camille Julien, qui est professeur au Collège de France, qui fait l'éloge de l'abbé Favret, qui cite ses travaux et qui dit « J'ai confiance en Monsieur Favret pour un travail d'ensemble sur les tombes de Champagne ». On voit qu'il rattache au Hallstatt bien des tombes en Champagne, jusque-là classées à une époque postérieure. J'ai émis des doutes, mais j'ai confiance en Monsieur Favret. Que de science, mais aussi que de modestie trouve-t-on chez Monsieur Favret. Et donc Favret, non seulement fait cette découverte importante, mais il a aussi cette capacité intellectuelle à retranscrire sur le papier ses découvertes. Et là, vous voyez, c'est un document donc qui vient du fond du musée, où on voit, donc c'est le plan de la nécropole de Chouilly, colorisé. Donc on voit qu'il y a un code couleur avec les tombes, sachant qu'à l'époque il n'y avait pas de GPS, il n'y avait pas d'outils pour faire tout ce type de plan. C'est quand même une prouesse scientifique pour l'époque vraiment remarquable. Donc il va faire ses plans. Et puis, il va consigner dans des carnets l'ensemble de ses découvertes. Donc là, j'ai sélectionné la tombe 45, où il découvre un torque, 2 fibules et un bracelet, que Amaury Thierrot mettra sur une aquarelle. Tous ces documents sont conservés au musée. Et Favret en prendra même des photos originaux que nous possédons également. Donc, vous l'aurez compris, cette renommée, grâce à cette fouille, va donc, comme je vous l'ai dit, le propulser au rang d'archéologue confirmé. Et donc, on va le solliciter à venir fouiller un peu partout. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais voilà, il va être sollicité un peu partout en France, en Bretagne, en Auvergne, en Dordogne, en Ariège et j'en passe. Et cette notoriété, elle va être mise à profit. Ainsi, il va être nommé membre correspondant de la commission des monuments historiques pour la section des monuments préhistoriques, ce qui veut dire qu'en fait, il va être en charge de l'étude et la surveillance des antiquités préhistoriques du département de la Marne. Il va être également inséré dans le réseau des sociétés savantes et ainsi, sa notoriété va vraiment lui ouvrir les portes, notamment de la Société des antiquaires de France ou bien encore de l'Institut international d'anthropologie. Ce sont quand même des institutions pour l'époque très, très, très remarquables et donc qu'un archéologue local, un ecclésiastique puisse intégrer comme ça ces institutions, il faut le souligner, c'est preuve quand même que son travail était extrêmement reconnu. Et donc évidemment, il va fréquenter les plus grands archéologues européens. Il va conclure sa carrière comme directeur de la 3e circonscription archéologique, qui sera créée par la loi de 1941. En fait, c'est la loi qui va réglementer toutes les fouilles archéologiques. Donc voilà quelques mots sur notre abbé Favret. Donc, comme je vous l'ai dit, il a exhumé tous ces vestiges archéologiques. Et donc, les Sparnassiens, à l'époque, ne sont pas insensibles à ces découvertes, puisque c'est quand même relayé beaucoup dans la presse, c'est quelqu'un de très connu. Et le maire de l'époque, Jean Chandon-Mouette, lui-même va être très sensible à ces découvertes archéologiques. Et donc, avec Favret, ils vont avoir l'idée commune de créer un musée. Alors, il sera dit, c'est Favret qui rapporte au sujet du maire de l'époque, l'idée première, donc de créer un musée, est due à monsieur le comte Jean Chandon-Mouette, alors maire d'Épernay, et toujours à la recherche de ce qui pouvait ajouter un fleuron à la couronne de la ville qu'il administrait. Donc en fait, effectivement, à ce moment-là, Favret a un problème de stockage avec l'ensemble de ses découvertes et Chandon-Mouette, lui, veut que ces découvertes soient vues de tout le monde. Il va même suggérer qu'on visite des hypogées que l'abbé Favret lui-même a découvert sur sa propriété à Chouilly, au château de Saran. Et donc, ensemble, ils vont souhaiter créer ce musée entièrement préhistorique.
Et donc, ils ont décidé que dans ce musée seraient exposées les découvertes de l'abbé Favret, mais également cette collection Lefebvre qui est toujours entreposée depuis la Première Guerre mondiale dans les caves et les greniers de l'hôtel de ville. Alors tout de suite, Jean Chandon-Mouette obtient les encouragements de l'État et notamment de Salomon Reynac, qui est à l'époque le conservateur du musée des Antiquités nationales, et qui dira à ce sujet: la création d'un musée dans cette ville dont le monde est tributaire ferait le plus grand honneur à la municipalité et attirerait avec le temps de nombreux visiteurs. Le ministère des Beaux-Arts de l'époque également soutient ce projet et dit: ce travail ayant été entrepris grâce à l'initiative de Monsieur Chandon, je vous prie de bien vouloir transmettre à Messieurs Chandon et Lévy les vifs remerciements de l'administration des Beaux-Arts pour l'œuvre qu'ils ont accomplie. Et donc, Salomon Reynac enfin non, pas du tout, c'est la direction des Beaux-Arts qui va missionner le docteur Louis Capitan, qui est à l'époque un savant très reconnu sur le plan national, pour suivre ce projet de création de musée. Et donc, le projet du musée est établi. Maintenant se pose la question, où va-t-on établir ce musée ? Alors l'idée première, c'était d'installer les collections dans le sous-sol de la bibliothèque municipale, qui était à cette époque transférée rue du Docteur Véron. Et puis tout de suite, ils vont s'apercevoir qu'il n'y aura pas assez de place pour mettre l'ensemble des collections. Donc ils vont se rabattre sur les sous-sols de l'hôtel de ville, donc qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'actuel hôtel de ville, place Auban-Mouette, l'hôtel Auban-Mouette, avenue de Champagne. Là, on est à la fin des années 20 et le projet est mis en stand-by et l'abbé Favret commence à trépigner, il voit que le projet n'avance plus. Et donc, il va, pour remettre corps au projet, il va acter la donation de ces objets à la ville d'Épernay. C'est-à-dire que par un acte juridique, il va donner officiellement à la ville d'Épernay, le 31 octobre 1929, l'ensemble de sa collection. Vous voyez ici 3 vues d'une partie de ces collections, puisque c'est plusieurs milliers d'objets. Vous voyez le vase canard, qui est l'emblème du musée depuis bien des décennies. Et Favret va également intercéder pour qu'une seconde collection intègre et donne corps à ce musée préhistorique. C'est la collection Jouron. Alors la collection Jouron, c'est un lieutenant de l'armée qui était passionné d'archéologie et qui va amasser une petite collection d'objets archéologiques. Il en fera même un musée ouvert à Avis dès 1904. On dira qu'il en sera le conservateur. Et donc, en 1929, la ville d'Avize décide de mettre en dépôt au musée la collection Jouron. Donc, vous voyez ici le lieutenant Jouron. Et voici, alors là, ce sont des objets de la collection Jouron qui sont toujours exposés au 2e étage du musée. Et donc, la collection Jouron, c'est tout de même 432 objets qui seront donc déposés au musée à la fin de l'année 1929. On a notre musée dans les sous-sols, on a nos collections. Qu'est-ce qu'on fait? On inaugure. Inauguration du musée le 22 février 1931, conjointement à la bibliothèque municipale. Alors, c'est pour cela que l'inauguration est présidée par Paul Neveu, inspecteur général des bibliothèques. Il est là aussi parce qu'on inaugure la bibliothèque. Une vue donc de l'hôtel Auban-Mouette à l'époque, qui abrite donc le musée, et une vue des personnalités qui sont donc devant la bibliothèque municipale, rue du Docteur Véron. Donc ce musée va accueillir 4 salles. Voilà, ça c'est une petite publication que l'abbé Favret a fait sur le musée. Et voici donc 2 photographies prises par Jean Poyet, donc de 2 des salles du musée. Donc vous voyez ces vitrines pupitres, les petits cartels que nous possédons toujours, qui sont toujours conservés, je vous les ai amenés, qui sont toujours conservés dans les collections du musée. Vous pouvez reconnaître le cartel là
du sarcophage de Fer-Brianche qui est toujours exposé au 2e étage. Et donc ce musée est composé de 4 salles. Comme je le disais, deux salles destinées à l'âge de la pierre, une salle destinée à l'âge des métaux et une 4e salle consacrée aux gallo-romains et aux mérovingiens. Et bien sûr, tout naturellement, le conservateur, ce sera Monsieur Favret. Et tout de suite, le musée connaît beaucoup de succès, surtout envers la communauté scientifique, qui vient là exclusivement pour étudier donc les collections proto-historiques. Et Monsieur l'abbé Favret ne s'en arrête pas là, il veut encore agrémenter son musée. Alors là, c'est une lettre du directeur des musées de France qui félicite l'abbé Favret pour ce musée. L'installation est de tout point excellente et peut servir de modèle à bon nombre de musées archéologiques et provinciaux. Toutes les pièces sont étiquetées, on ne pourrait être plus élogieux. Donc comme je vous le disais, l'abbé Favret œuvre avec 2 acolytes que l'on nomme le tandem Brisson et Lopin. Alors Brisson et Lopin, ce sont 2 cultivateurs qui vont se passionner tout de suite d'archéologie et ensemble, à la seule force de leurs bras, ils vont exhumer du sol entre 10 et 15 000 objets. Ce qui pour l'époque est considérable parce que déjà on n'a pas les moyens mécaniques qu'on a aujourd'hui. Ils sont 2. Ils vont faire ça durant toute l'entre-deux-guerres et même après. Donc ce qui est vraiment considérable pour l'époque. Et là, vous voyez cette photographie, je l'adore. Ils ont un stand à la foire de Romilly-sur-Seine et on voit qu'ils exposent une partie de leur collection. Là, ils sont partis en vadrouille avec leur voiture, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est dans le Lot, Monsieur Charpie. Voilà, donc là, je pense qu'ils sont pris en photo par l'abbé Favret lui-même. Ils sont partis tous les 3 en excursion. Et donc, surtout, ces 2 acolytes, qui sont quand même, il faut le dire, à la base cultivateurs, ils n'ont pas eu la formation d'archéologues. Aujourd'hui, tous les archéologues ont. Ils vont avoir le génie de transmettre sur des carnets l'ensemble de leurs connaissances. Alors là, vous voyez, c'est un carnet d'André Lopin de 1933, où on voit les pioches, avec la date. Parfois, on a des petits dessins, et là, chaque jour, il inscrit ce qu'il voit, il collecte. Ce qui est pour les archéologues d'aujourd'hui, et même d'avant, des informations extrêmement précieuses. Ça, c'est un carnet d'André Brisson. Alors celui-ci est un peu plus tardif, il est de 1965, mais je l'affectionne tout particulièrement parce qu'on voit les petits tampons des squelettes, et on voit que sur en fait, chaque tombe qu'il ouvrait, il répertoriait la profondeur à laquelle il trouvait les objets, il en faisait une description, et il les répercutait sur un petit croquis. Donc tous ces carnets, on les a toujours. Eux aussi sont partis en restauration. Et voilà. Et c'est vraiment, je dirais, les pépites du centre de documentation du musée, parce qu'on a encore des chercheurs aujourd'hui qui veulent consulter ces carnets, parce qu'ils décèlent sur ceux qui étudient les nécropoles proto-historiques. C'est une mine d'informations. Alors, encore dans les citations, pour faire l'éloge de nos 2 archéologues, pour avoir eu la patience de dégager complètement, de mesurer, de relever, d'interpréter ces humbles trous creusés dans la craie il y a des millénaires, Brisson et Lopin ont fait faire un pas décisif aux recherches proto-historiques en France. Et là, c'est 2 cartes postales donc du musée de Brisson, parce que ces 10 000 objets, au début, ils sont conservés chez Brisson lui-même. Donc là, vous voyez, c'est assez chargé. Et Favret a eu la merveilleuse idée de proposer à Brisson et Lopin de mettre en dépôt leur collection au musée de préhistoire. Et donc, une salle sera inaugurée le 19 février 1939, qui portera donc le nom de nos 2 André, Brisson et Lopin. Donc là, vous voyez l'abbé Favret, Max Machet qui est un élu municipal, André Brisson, André Lopin et Louis Budin qui est le maire de l'époque. Et là, c'est la lettre du maire qui invite donc Monsieur Brisson à l'inauguration de sa propre salle. On est en 1939, vous imaginez bien
que l'histoire se répète, le second conflit mondial retentit. Donc malheureusement pour Brisson et Lopin, mais le musée referme ses portes quelques mois plus tard. Et les collections qui devaient être évacuées dans un château en Maine-et-Loire seront une fois de plus rapatriées dans les caves et les greniers de l'hôtel de ville. Clap de fin donc pour ce musée de préhistoire situé donc dans les sous-sols de l'hôtel de ville. Troisième temps, on est dans le conflit mondial et il faut savoir qu'à Épernay à cette époque-là, il n'y avait pas que le musée de préhistoire qui était ouvert, on avait aussi un musée vitivinicole qui se situait place Huc-Plon, qui est aujourd'hui occupé par un office notarial. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis on avait la bibliothèque municipale qui était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rue du Docteur Véron. Et donc l'idée des élus, c'est de rassembler ces trois administrations dans un seul et même lieu pour plusieurs raisons. D'une part parce que pour les musées, les collections étaient entassées, la muséographie commençait à être vieillissante, et la bibliothèque c'était pareil, les livres étaient fortement entassés et le conservateur se plaignait également de ne pas avoir assez d'espace. Et puis il y avait un autre argument très pragmatique, c'était le personnel. Il était hors de question d'avoir un conservateur pour chaque établissement. Donc l'idée des élus, c'était de rassembler ces trois entités culturelles dans un seul et même lieu. Et là, il va y avoir pendant la guerre une opportunité qui va se présenter au conseil municipal. Le maire de l'époque est Louis Budin. Alors Louis Budin, c'est également le directeur de la maison de champagne Perrier-Jouët, qui est aussi en famille avec la famille Galis. Famille Galis qui vend le château Perrier où nous sommes aujourd'hui, qui met en vente le château en 1942. Donc on suppose que monsieur Louis Budin n'est pas innocent dans les tractations entre la ville et la famille Galis de Châtelus qui met en vente le château, puisqu'en 1942, le château est acquis par la ville d'Épernay. Donc là, c'est une photographie prise par Jean Poyet au moment de l'achat du château. Et là, c'est un dessin qui a été réalisé par l'architecte Maurice Closier en 1940. Donc, la ville, en 1942, possède ce château, mais on est en pleine guerre et le château est réquisitionné. Il a d'abord été réquisitionné par les Anglais, puis les Allemands et les Américains. La ville ne le récupère qu'en 1946. En 1946, on peut enfin lancer le projet de rénovation du château, ou du moins d'aménagement. Et donc, le conseil municipal va confier ce projet d'aménagement à Monsieur Moineau, qui est le directeur des services techniques de l'époque, suivi par l'abbé Favret pour ce qui concerne la partie archéologie. Je ne parle vraiment pas de la partie vitivinicole, elle fera l'objet d'une autre conférence que Laure fera dans quelques mois. Et donc là, vous avez le plan du château, donc du second étage, dressé par l'abbé Favret lui-même, qui commence à réfléchir sur l'aménagement du château. Et là, vous avez le plan définitif de l'aménagement des collections, réalisé en 1947, mais il y a des rectifications de 1958, où vous voyez l'aménagement définitif des salles. Donc, vous l'aurez compris, la municipalité a joué un rôle énorme dans on va dire, le renouvellement de cette offre muséale, mais l'État a également énormément apporté, surtout en termes de dotation, de subventions financières, et elle va même participer à l'achat de collections, mais je ne rentrerai pas dans les détails pour cette partie-là. Et donc, le directeur des musées de France dira au maire d'Épernay en 1950, « En raison de la faiblesse des crédits actuels, nous ne pouvons en faire bénéficier qu'un très petit nombre de musées, dont le vôtre, pour reconnaître l'effort fourni par votre municipalité en faveur de la culture locale et du tourisme. » Oui, nous sommes en 1950, on sort du conflit mondial, donc vous vous doutez bien que remettre sur plan un bâtiment comme celui-ci, créé à l'époque, c'était 3 musées, parce qu'il y avait la section archéologie, la section viticole et la section des beaux-arts. Donc ça a demandé à la municipalité forcément un effort financier assez conséquent. Et donc, pour notre partie archéologique,
c'est toujours notre super duo Brisson et Lopin qui va être à l'œuvre et qui vont déménager les collections qui étaient entreposées donc depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils vont les amener ici, à les seules forces de leurs bras, et aussi aidés de prisonniers de guerre allemands, mais aussi de scouts de France. Donc, c'est la section archéologique qui est la première remise sur pied, puisque les deux autres sections vont émerger d'une autre façon avec d'autres personnalités. Et donc Brisson, il est très impatient d'ouvrir son musée, et donc il va faire une muséographie provisoire, puisque à la fin des années 40, début des années 50, le projet est lancé, mais lui il veut tout de suite ouvrir, donc il va mettre des vitrines sur pied, comme vous voyez, avec des petits cartels. Donc voilà, donc il ouvre, on va dire, de manière clandestine le musée. Et puis le 7 mai 1950, l'abbé Favret meurt, donc leur mentor, Brisson et Lopin, n'étant plus là, c'est tout naturellement André Brisson qui va reprendre les rênes des collections archéologiques, qui assurera en gros la conservation et l'entretien donc, de ces fabuleux trésors. Mais la direction des musées de France ne le voit pas trop de cet œil-là. Ils veulent quand même que Brisson et Lopin, enfin surtout Brisson, soient suivis par des gens du métier, on va dire. Et donc, ils vont nommer Jean-Jacques Hatt comme éminent conseiller scientifique pour la réorganisation des collections archéologiques. Jean-Jacques Hatt, c'est un professeur à l'université de Strasbourg qui va donc être mandaté pour épauler André Brisson à la réorganisation du musée. Donc là, il faut vraiment prendre conscience que là, la mairie se lance quand même dans un projet d'envergure. Et grâce à la collecte de mémoire d'Aurélie, on a vraiment, parce que les courriers, on peut les lire, les archives, ça se lit avec le ton que vous le souhaitez, mais quand vous avez la collecte de mémoire et vous avez les enfants du maire de l'époque qui vous racontent comment le maire, lui, il a vécu les choses à l'époque, c'est vraiment une source historique assez exceptionnelle. Et donc le fils de Monsieur Menu, qui était donc le maire à l'époque, dira à ce sujet: pour mon père, c'était une nécessité, un devoir de mettre en valeur ce fonds, ces collections, que ce soit de l'abbé Favret ou de Brisson et Lopin. C'était de la responsabilité d'un maire d'une ville de mettre en valeur cette richesse, ce patrimoine. Et donc, Jean-Jacques Hatt va très vite se lier d'amitié avec André Brisson, et à eux deux donc vont réorganiser les collections. Donc on a, grâce aux sources documentaires du musée, toute la correspondance entre Brisson et Hatt. Et donc là, je vous ai ressorti une lettre où il dit « Mon cher ami, nanana », avec un plan de ce qu'il imagine pour le second étage de la réorganisation des collections. Et donc, il dit « Pour normer Fin d'Écurie et Vers-la-Gravelle, qui sont des sites fouillés par Brisson, j'exposerai simplement les plans que j'encadrerai. Les deux panneaux principaux de la salle vous seront consacrés. À gauche, Aulnay aux planches, à droite, les cimetières. » Donc on voit vraiment que la réorganisation de la section archéologie, c'est vraiment l'œuvre de deux personnalités qui se rencontrent, qui échangent. Il y en a un qui est vraiment la tête pensante. Hatt a été recruté, on va dire, pour apporter toute la matière, toute la rigueur scientifique à Brisson. Et Brisson, lui, va s'en inspirer, je pense qu'il s'est épanoui également d'un point de vue intellectuel aux côtés de Jean-Jacques Hatt. Mais ce monsieur Hatt donc présente un rapport à la municipalité en 1955. Il présente les collections dans un ordre chronologique très simple, important, je cite, toute son importance aux collections particulières de notre région et qui sont d'une valeur inestimable. Et il va souhaiter également se plonger dans l'étude des collections du musée. Et il va vraiment mettre en œuvre une politique de publication pour faire connaître à la communauté scientifique les trésors que possède le musée d'Épernay. Il dit même, je cite, « Les travaux de Favret, Brisson et Lopin font d'Épernay une des capitales de la proto-histoire européenne, fréquentée par les savants français et étrangers. » Donc voilà, Brisson et Hatt ont remis sur pied la muséographie et on peut inaugurer le musée.
Donc là, vous avez une coupure de presse où on voit la foule invitée à l'inauguration dans la cour du château. Vous avez Jean-Jacques Hatt, là, qui présente aux personnalités politiques la section archéologie. Et là, vous avez le carton d'invitation. Et donc, Jean-Jacques Hatt dira le jour de l'inauguration « Épernay a l'honneur de présenter l'un des musées les plus cotés de France et peut-être du monde. » On a de la chance d'être ici. Donc, pour vous donner un aperçu de ce qu'était la muséographie dans les années 60, c'est une muséographie assez grandiose. Vous voyez la différence avec la muséographie des années 30 de Favret. Là, on a des vitrines très grandes, très spacieuses, avec, bon là vous ne le voyez pas, mais il y a des cartels qui expliquent les objets. On en voit un petit peu. Et donc, il y a cette fameuse tombe reconstituée qui fait, je crois, il me semble pour l'époque, qui attire vraiment tous les regards. Et d'ailleurs, dans la collecte de mémoire, on a même Evelyne Boisel qui nous dit « Le musée était très précurseur pour l'époque, les maquettes et la tombe reconstituée dans son plancher avaient un succès incroyable. » Donc voilà, le musée est sur pied, on a un beau musée archéologique dans un beau château, mais les choses ne vont pas en rester là. Là, c'est le guide du musée des années 60. Là, on va dire la suite des choses, c'est la renaissance des collections archéologiques. En fait, Brisson va continuer ce qu'il avait commencé à entreprendre avec Jean-Jacques Hatt, c'est-à-dire faire connaître les collections du musée d'Épernay, à travers la communauté scientifique. Donc là, on le voit lors d'une conférence où il reçoit la Société archéologique champenoise. Donc on le voit ici, là il y a Jean-Jacques Hatt. Et Brisson est chargé des fonctions de conservateur. Il ne sera pas nommé conservateur pour plusieurs raisons. Et donc, dans cette politique de publication, on voit Brisson et Hatt qui publient. Donc là, c'est sur Aulnay-aux-Planches. Et quand Brisson part à la retraite en 1972, c'est Pierre Roualet qui va prendre le relais, qu'il avait déjà assisté depuis quelques années. Pierre Roualet, c'est un instituteur d'Épernay qui était passionné d'archéologie et donc, comme je vous l'ai dit, qui était déjà beaucoup dans les murs à cette époque-là, et donc il va être nommé par la municipalité pour reprendre les fonctions d'André Brisson sur un système en fait de bénévolat, on va dire. Et donc Pierre Roualet, dans la continuité donc de Jean-Jacques Hatt, va continuer à publier largement sur les collections d'Épernay. Et il va même réussir à se faire un nom au sein de la communauté scientifique champenoise. Et il accueillera ainsi au château bon nombre de grands chercheurs français et étrangers. Et en 1985, il va même être rattaché à l'équipe du CNRS au Centre d'études celtiques. Donc là, je vous montre à Pierre Roualet avec des chercheurs donc de l'université d'Adélaïde en Australie. Là, c'est Venceslas Kruta, c'est un éminent scientifique, donc vous voyez, qui vient au musée d'Épernay étudier les collections. Là, c'est une exposition dont Pierre Roualet et Monsieur Charpie ont été les investigateurs. Donc on voit l'affiche. Et l'exposition temporaire installée au premier étage du château. Donc on peut dire que M. Roualet a quand même marqué la proto-histoire française. Et quand M. Charpie est arrivé aux commandes du musée en 1982, il va continuer cet élan, cette diffusion de la connaissance des collections du musée, notamment les collections proto-historiques. Et M. Charpie va également faire intervenir, comme M. Roualet, grand nombre de chercheurs. Des chercheurs comme je cite Venceslas Kruta, que vous avez vu en photo, ou Patrick Perrin, qui est l'ancien directeur du MAN, Vincent Guichard, qui travaille à Bibracte, ou encore Germain Léman, qui est spécialisé dans les rites funéraires celtes. Et donc, plusieurs expositions sur la décennie 1980-90 vont être organisées au musée.
Et là, je vous ai donné 3 exemples. Nos collections sont sorties plusieurs fois du territoire, de nombreuses fois en Italie, et elles sont même parties à Tokyo. Pendant cette période donc des années 90, d'autres collections ont aussi intégré le musée. Les collections Tassin, Benoît, Roland, Doublet. Donc vous voyez, les choses ne se fichent pas, c'est un travail continuel de ce qu'est la gestion d'un musée. De nombreuses archives aussi relatives à nos collections ont intégré le musée, les archives de Pierre Guillaume, les archives d'Augustin Roland et Pierre Hu, mais aussi de Hertley. Sur cette période, Monsieur Charpie, si je me trompe, vous me dites, je crois que c'est plus d'une centaine d'articles que vous avez écrits. J'ai pas compté. En 1998, je pense que vous vous en souvenez tous, le musée doit fermer ses portes. C'est pas pour autant que la vie à l'intérieur du musée ne s'arrête. Les collections continuent, comme vous l'avez vu, de partir à l'étranger pour des expositions temporaires. Elles continuent d'être restaurées. On continue donc de les faire vivre, de communiquer dessus. Et donc c'est une première page qui se tourne pour l'histoire de ce musée Château-Perrier, quand en 2017 est lancé le projet de rénovation du musée. Projet donc vous pouvez suivre, comme je vous l'ai dit en introduction, dans le pavillon d'exposition temporaire. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette épopée des collections archéologiques. Je voulais juste en fait, à travers cette conférence, vous faire comprendre qu'un musée, c'est la volonté de plusieurs personnes. C'est des personnes, qu'elles soient politiques, des scientifiques, mais aussi des amateurs. Et c'est cette conscience vraiment commune d'avoir un patrimoine hors norme qui fait vivre ces collections. Et là, aujourd'hui, en 2022, on rentre dans un nouveau chapitre pour les collections archéologiques. Et c'est une autre page qui se tourne et j'espère être là dans 10 ans pour vous raconter la suite. Voilà, merci. Merci Claire. Merci Claire pour cette très belle présentation. Voilà, pour tout ce travail, avoir exhumé toutes ces ressources archivistiques, de les avoir fait parler et d'avoir évidemment fait le lien avec cette collecte qui a été donc menée avec l'Institut Georges Chapaz et avec Aurélie Melin pour rendre plus vivante cette documentation. On va céder la parole à la salle si vous avez un certain nombre de questions ou si vous voulez enrichir le débat sur l'histoire des musées d'archéologie à Épernay. Peut-être en préambule, je voulais apporter 2-3 compléments peut-être pour replacer en fait l'histoire de ces musées d'archéologie dans l'histoire du paysage muséal français et surtout pour dire que à travers tout ce que nous a montré Claire ce soir, on voit que l'histoire de ces musées d'archéologie, cette histoire est très représentative de l'histoire des musées d'archéologie en province et de l'histoire des musées dans les villes moyennes. Tant dans la genèse de ce premier musée, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, que dans les liens avec l'État, et là donc plus dans la deuxième moitié du XXe siècle, que globalement dans les étapes de développement, notamment d'un point de vue muséographique. Genèse, juste pour replacer ça dans un contexte plus général, un musée associé à une bibliothèque dans un hôtel de ville, c'est hyper fréquent au XIXe siècle. Le XIXe siècle, c'est vraiment le siècle de la naissance des musées. Et c'est vrai que si vous prenez Reims, si vous prenez Châlons, Rouen, Amiens, Beaune, très souvent, voilà, les musées sont associés à une bibliothèque et sont hébergés à l'hôtel de ville. Et on emploie le terme de musée sans forcément que ça corresponde à la définition qu'on donne aujourd'hui à un musée, puisque pour Épernay notamment, se pose la question de finalement qu'est-ce qu'on exposait et à qui on l'exposait. Et là, on n'a pas de réponse précise par rapport à ça. Donc cette genèse. Et puis, je voulais aussi dire un petit mot par rapport à la spécificité des musées d'archéologie.
dans le paysage muséal français jusqu'à aujourd'hui. Faut savoir tout d'abord que d'un point de vue administratif, il y a une vraie séparation entre les services d'archéologie au sein du ministère de la Culture et le service des musées de France. Encore aujourd'hui, si vous prenez l'organigramme du ministère de la Culture, vous avez le service des musées de France, puis après vous avez le service des patrimoines avec une sous-direction à l'archéologie. Ça signifie qu'en termes de réseau, de communauté, de réglementation évidemment, on travaille pas forcément, on n'est pas amené forcément à travailler avec les mêmes personnes, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes règles. Et c'est notamment ce qui va expliquer que pendant très longtemps, les musées d'archéologie nationale ou d'archéologie régionale vont être un peu à la peine. Très souvent, les collections d'archéologie, elles vont être associées à des collections beaux-arts. C'est comme ça qu'elles vont se faire une place dans les musées. Mais elles vont, il va falloir un certain temps pour que vraiment elles trouvent leur place. Et je dirais que c'est plutôt sur les dernières décennies que là, on voit enfin apparaître de beaux musées soutenus par l'État, soutenus par les collectivités, de beaux musées qui mettent en valeur les collections d'archéologie nationale et régionale. Je parle pas là des collections autour des grandes civilisations méditerranéennes ou lointaines. Hein. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on constate à Épernay, mais c'est vraiment ce qu'on constate sur tout le territoire national, et qu'en fait, c'est essentiellement grâce aux sociétés savantes, aux érudits locaux, que tout ça va se mettre en place à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et puis l'autre chose sur laquelle je voulais insister, c'est ce rôle moteur de l'État après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est vraiment très important de l'avoir en tête. Après la Seconde Guerre mondiale, la direction des musées de France va apporter un soutien actif très très important pour les musées en province, pour la modernisation, la restructuration des musées, et va surtout chercher à définir des règles, une méthode de travail commune à tous les musées en France, à définir des règles déontologiques partagées. Jusque-là, on n'avait pas de règles, on n'avait pas de loi sur les musées jusqu'en 1945. La première ordonnance, c'est 1945, qui s'appelait ordonnance provisoire, mais elle va quand même durer jusqu'en 2002 avec le vote de la loi sur les musées de France en 2002. Et donc là, l'État va être moteur pour aider les musées à rouvrir, à se restructurer et surtout à avoir une rigueur scientifique dans la gestion des collections. Il y a la grande question des inventaires. Alors ça, l'État, la direction des musées de France, à partir de 1945, met une très grosse pression sur les musées pour dire inventoriez, on va vous envoyer des registres d'inventaire à 18 colonnes. C'est le fameux registre des musées à 18 colonnes. C'est la méthodologie qui est mise en place pour tous les musées de France et met en place toute une réglementation pour les musées nationaux, les grands musées en province qu'on appelle les musées classés et les autres, les musées contrôlés. Et donc ça se traduit très très bien notamment pour Épernay, avec une acquisition de collections par l'État pour le compte du musée d'Épernay, ce qui par la suite va poser un certain nombre de questions en termes de propriété des collections, mais ça Épernay, mais c'est dans beaucoup d'autres villes. Moi, je l'ai connu dans mon précédent poste, c'était pas une collection d'archéo, c'était une collection d'art et tradition populaire, mais c'était pareil. L'État achète des collections pour le compte d'un musée en disant, comme ça, on va impulser, on va donner l'idée aux collectivités d'investir et d'enrichir les collections. Mais bon, après, ça peut en effet poser des questions juridiques en termes de propriété des collections. Mais on va pas en parler ce soir. Et puis bien sûr, il y a beaucoup de moyens scientifiques, intellectuels de la direction des musées de France qui sont mis à la disposition des musées de province. Donc on a cité pour l'archéologie Jean-Jacques Hatt. Je voulais juste citer 3 autres noms qui sont très très significatifs aussi. En fait, donc les musées de province étaient contrôlés à la direction des musées de France par une inspection des musées de France. Avec 2 grandes personnalités. On va les citer quand même parce que je pense que c'est très important de les avoir en tête. Georges Salle, directeur des musées de France, et Jean Vernier-Ruiz, inspecteur des musées de province. C'est 2 personnes hyper dynamiques, et qui envoient des chargés de mission un peu partout en France pour dire allez travailler sur les collections dans les musées, allez aider le personnel sur place qui en effet n'est pas forcément un personnel qui a reçu une formation, je vais revenir dessus après, et donc ils vont envoyer Jean-Jacques Hatt, voilà, tout à fait. Mais donc, comme l'a très justement dit Claire, Jean-Jacques Hatt va énormément s'investir puisque intellectuellement, c'est vraiment lui qui va penser l'aménagement du musée d'archéologie à Épernay.
Un autre chargé de mission est envoyé pour les collections viticoles Georges-Henri Rivière. J'en parle pas ce soir, je vous en reparlerai l'année prochaine, mais un très 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 grand nom du monde des musées. Et puis juste pour l'anecdote, pour les peintures, on envoie Michel Laclotte. Michel Laclotte, futur président directeur du musée de Louvre, c'est lui qui a porté le projet du musée d'Orsay, un éminent spécialiste de la peinture italienne et française, qui nous a quittés l'année dernière d'ailleurs. Et on envoie pour le mobilier Hubert Landais, futur directeur des musées de France, futur président de l'ICOM, le Conseil international des musées. Donc vous voyez, on n'envoie pas n'importe qui. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on les envoie à Épernay, mais aussi à Rennes, à Quimper, à Arles, à Marseille, à Lille, partout. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les archives de musées. Et c'est étonnant, moi, titre personnel, pour avoir beaucoup travaillé sur d'autres archives de musées à Beaune, à Dijon, à Rennes, Arles. C'est la même chose, en fait. C'est vraiment le même type de correspondance. Et c'est assez frappant de voir comment l'État apporte son soutien, mais en même temps, c'est une forme de tutelle aussi, hein. Très clairement, et ça c'est un autre débat dont on ne va pas parler aujourd'hui. La dernière chose aussi qui est très intéressante dans cette présentation, c'est en effet que pendant très longtemps, au sein des musées, il y a, je ne parle pas des musées nationaux, et je ne parle pas non plus des musées classés, donc des grands musées de province, mais pour les musées provinciaux, on va dire, contrôlés, donc de villes moyennes, on fait pas forcément appel à un personnel qui a reçu une formation scientifique, et donc c'est pour ça qu'on retrouve très souvent, alors voilà, là typiquement Brisson c'est un très 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 bon exemple, hein, un cultivateur mais qui peu à peu s'est spécialisé, est devenu devenu archéologue sur le tas finalement, voilà, mais qui n'a pas forcément la rigueur scientifique au départ. On peut parler de Monsieur Roilet, qui n'a pas non plus, qui est instituteur au départ. Très souvent, dans les musées des Beaux-Arts en province, on a des professeurs de l'école des Beaux-Arts. Ça, c'est très, très, très fréquent aussi. Voilà. Et que la professionnalisation, elle n'arrivera que dans les années 1980, avec la création avec la fonction publique territoriale et d'une filière culturelle, à laquelle nous sommes plusieurs dans cette salle à appartenir, voilà, où là on va vraiment mettre en place des formations qui s'adressent à ce personnel des établissements patrimoniaux. Donc tout ça, en fait, avec ces archives, ça témoigne vraiment de l'histoire des musées en France. C'est dingue comme, en fait, à partir de ces documents, on peut retracer l'histoire des musées en France. Je ne vais pas en parler non plus ce soir, mais on pourrait aussi dire beaucoup de choses d'un point de vue muséographique. Et ce sur quoi insistait Claire, c'est qu'en effet, le musée de l'époque Hatt-Brisson fait déjà un énorme effort sur les dispositifs d'interprétation, de sensibilisation des publics. Et ça, je tiens à le souligner parce que vous savez, très souvent, quand on parle des musées aujourd'hui, des nouveaux musées, on dit ils sont modernes, ils font un effort pour s'adresser au public. Non, moi, pour avoir travaillé sur beaucoup de musées, ça fait très longtemps que les conservateurs et que le personnel des musées, c'est de poser la question des publics et de trouver des moyens pour faire parler des objets et que ça puisse être intelligible par un large public et des publics très variés. La dernière petite chose que je voulais vous dire, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, tout ce qu'on peut dire à partir de cette documentation. Je pense que je voulais vous dire une dernière petite chose, mais je ne sais plus. Ah oui, et il y a aussi quelque chose c'est très intéressant quand on regarde la structuration de ce musée donc de l'époque Hatt-Brisson. On voit que les âges du fer, et plus globalement la protohistoire, occupent une place très très importante. Je crois qu'on a 4 salles sur 7, trucs comme ça. Je dirais plus de moitié. Voilà. Donc ça, c'est aussi, voilà, quand vous comparez à l'actuel musée, hein, vous voyez que sur ce parcours chronologique, les différentes périodes n'occupent pas la même part. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à nous allons laisser la parole à la salle. S'il y a des questions, des compléments, des remarques. C'était parfait. C'était parfait. Merci madame. Pas de questions, pas de... Alors, je vais reprendre la parole. Là, pour faire la promotion de notre programmation culturelle.
vous dire quelques mots, puisque donc Claire Bonnefoy a inauguré ce cycle de conférences pour voilà cette rentrée de septembre, mais on aura donc d'autres conférences qui nous attendent dès le mois prochain. Donc je vais pas vous parler des rendez-vous de novembre et de décembre. On va voilà, mais tout est voilà, vous avez toutes les informations dans notre agenda. Faire ça bien. Voilà, vous avez toutes les informations ici, mais je voulais quand même annoncer la prochaine conférence de ce cycle qui aura lieu le 20 octobre, toujours à 18h30. Là, c'est une conférence par Christelle Leprel, qui est déléguée générale de Vin et Société. Vin et Société, c'est une structure qui fédère tous les négociants et producteurs de vin et de champagne en France, et qui œuvre justement pour une consommation responsable, notamment du vin. Et elle viendra nous parler d'une étude qui a été réalisée par Vin et Société. C'est vraiment assez passionnant, sur en fait les différents profils de consommateurs de vin et de champagne en fonction de ce qu'on consomme d'un point de vue alimentaire, d'un point de vue gastronomique. C'est-à-dire que en fonction de si on est plutôt vegan, si on est plutôt gastronomie traditionnelle, eh bien, il en ressort qu'on consomme plutôt tel type de vin, tel type de vin effervescent au cours du repas. Voilà. Donc, elle viendra nous présenter cette étude. Ça permet en fait de montrer aussi les évolutions dans les tendances en termes de consommation de vin et d'association avec les différents mets. Donc ça, c'est le 20 octobre. Et puis, on aura la semaine qui précède une rencontre événement ici au musée avec Daniel Rondeau. Donc académicien, écrivain, ancien ambassadeur de France auprès de l'UNESCO. Il viendra nous livrer un témoignage sur son parcours d'écrivain, son parcours professionnel. Donc c'est un beau moment réservé, d'une manière générale réservé pour nos événements, mais notamment pour la conférence de Daniel Rondeau, puisque c'est déjà bien rempli. Voilà. Je ne peux pas ne pas vous parler de ce qui va se passer ici et un peu partout dans la ville dans 2 jours, les Journées européennes du patrimoine. Donc là, il y a une brochure que je n'ai pas avec moi, mais dans laquelle vous pourrez retrouver tout ce qui vous est proposé à Épernay. Mais là, vous avez donc avec vous le petit programme pour le musée d'Épernay, où on vous a mis en détail en fait tout ce qu'on propose. Il y aura notamment une enquête dans le musée, puisque figurez-vous que le premier propriétaire du château Perrier, Charles Perrier, va revenir parmi nous en 2022, sauf qu'il a perdu son épouse, Octavie, et qu'il va donc falloir l'aider à retrouver Octavie. Voilà, et donc c'est notre collègue Dorian qui vous proposera cette enquête. Également un muséum booth le dimanche après-midi. Alors ça c'est drôle en fait, c'est en lien avec notre exposition temporaire. Dans l'exposition temporaire, on vous présente le chantier de rénovation du musée. On revient sur l'histoire du musée viticole et du musée d'archéologie. Et puis également, on a voulu faire un petit focus sur les musées et les métiers des musées. Et donc dimanche après-midi, vous pourrez vous faire photographier avec des accessoires qui incarnent les différents métiers dans un musée. Donc accessoires documentalistes, accessoires conservateurs, médiateurs, je sais plus les autres régisseurs, je crois. Voilà. Et vous pourrez emmener ramener la photo avec vous. Donc voilà, là c'est sur un mode ludique pour découvrir les différentes missions et les différents métiers dans un musée. On aura également des visites flash et surtout samedi après-midi, les 2 photographes de l'exposition, Pierre-Olivier Deschamps, Anthony Supply, qui nous font l'honneur de venir échanger avec vous, avec nous, sur leur regard, comment ils se sont appropriés ce chantier de rénovation pendant 2 ans ici au Château Perrier. D'autres rendez-vous, je ne vais pas vous en dire plus. Alors, je vais juste, un tout petit mot, parce que après tout, je parle de mes collègues, mais je vais aussi parler de ce que je vais proposer. Je vais vous parler de Girafe bientôt. Je peux pas. Voilà. Après, je me tais, c'est promis. Je vais vous parler de Girafe prochainement. Vous savez qu'on a un partenariat avec le cinéma Le Palace, qui nous permet en fait de mettre en relation des films à nos collections. Et donc, on a 2 dates. Une première date avec un film qui est projeté au Palace. Et la semaine qui suit, on présente à travers une visite interactive les objets qui sont en relation avec ce film. Donc là, dernier dimanche de septembre, c'est le film d'animation Zarafa qui vous est proposé au cinéma Le Palace. Donc l'histoire de cette girafe qui a été offerte au roi Charles X en 1827. Et la semaine qui suit, je vous proposerai des visites découvertes autour des girafes
de cette girafe, mais aussi plein d'autres girafes. Sophie, par exemple, la girafe. Je vois que tout le monde connaît Sophie la girafe. Voilà. Ce qui permettra de parler de géopolitique, de l'histoire des sciences, de la protection de la biodiversité, ce qui permettra de parler aussi de dessins animés, de la place de la girafe dans dans la culture populaire. Donc ça sera le premier dimanche d'octobre. Voilà. Pour le reste, j'en dis pas plus, mais consultez notre agenda. Voilà. Merci, très bonne soirée à tous.